La Reine Margot, partie 12 du livre audio, tome 2, chapitre 4, La nuit des rois. Cependant, Charles IX marchait côte à côte avec Henri appuyé à son bras, suivi de ses 4 gentilshommes et précédé de 2 porte-torches. « Quand je sors du Louvre, disait le pauvre roi, j'éprouve un plaisir analogue à celui qui me vient quand j'entre dans une belle forêt. Je respire, je vis, je suis libre. » Henri sourit. « Votre Majesté serait bien dans les montagnes du Béarn, alors, dit Henri. Oui, et je comprends que tu aies envie d'y retourner. Mais si le désir t'en prend par trop fort, Henriot, ajouta Charles en riant, prends bien tes précautions. C'est un conseil que je te donne. Car ma mère Catherine t'aime si fort qu'elle ne peut pas absolument se passer de toi. Que fera votre Majesté ce soir ? Dit Henri en détournant cette conversation dangereuse. Je veux te faire une connaissance, Henriot. Tu me diras ton avis. Je suis aux ordres de votre Majesté. À droite, à droite. Nous allons rue des Barres. Les 2 rois, suivis de leur escorte, avaient dépassé la rue de la Savonnerie quand, à la hauteur de l'hôtel de Condé, ils virent 2 hommes enveloppés de grands manteaux sortir par une fausse porte que l'un d'eux referma sans bruit. « Oh oh !» dit le roi à Henri, qui, selon son habitude, regardait aussi, mais sans rien dire. « Cela mérite attention. »« Pourquoi dites-vous cela, sire ?» demanda le roi de Navarre. « Ce n'est pas pour toi, Henriot. Tu es sûr de ta femme, » ajouta Charles avec un sourire. « Mais ton cousin de Condé n'est pas sûr de la sienne. Ou, s'il en est sûr, il a tort, le diable m'emporte. » « Mais qui vous dit, sire, que ce soit madame de Condé que visitaient ces messieurs ? » Un pressentiment. L'immobilité de ces 2 hommes qui se sont rangés dans la porte depuis qu'ils nous ont vus et qui n'en bougent pas. Puis, certaines coupes de manteau du plus petit des 2. Pardieu, ce serait étrange. Quoi ? Rien. Une idée qui m'arrive. Voilà tout. Avançons. Et il marcha droit aux 2 hommes, qui, voyant alors que c'était bien à eux qu'on en avait, firent quelques pas pour s'éloigner. « Holà, messieurs !» dit le roi. « Arrêtez !»« Est-ce à nous qu'on parle ?» demanda une voix qui fit tressaillir Charles et son compagnon. « Eh bien, Henriot, » dit Charles, « reconnais-tu cette voix-là, maintenant ?»« Sire, » dit Henri, si votre frère, le duc d'Anjou, n'était point à La Rochelle, je jurerais que c'est lui qui vient de parler. « Eh bien, dit Charles, c'est qu'il n'est point à La Rochelle, voilà tout. Mais qui est avec lui ? Tu ne reconnais pas le compagnon ? Non, sire. Il est pourtant de taille à ne pas s'y tromper. Attends, tu vas le reconnaître. Holà, hé ! Vous dis-je, répéta le roi. N'avez-vous pas entendu, mordieu ? Êtes-vous le guet pour nous arrêter ? Dit le plus grand des 2 hommes, développant son bras hors des plis de son manteau. Prenez que nous sommes le guet, dit le roi, et arrêtez quand on vous l'ordonne. Puis, se penchant à l'oreille de Henri. Tu vas voir le volcan jeter des flammes, lui dit-il. Vous êtes 8, dit le plus grand des 2 hommes, montrant cette fois non seulement son bras, mais encore son visage. Mais fussiez-vous 100, passez au large. Ah ah, le duc de Guise, dit Henri. Ah, notre cousin de Lorraine, dit le roi. Vous vous faites enfin connaître. C'est heureux. Le roi, s'écria le duc. Quant à l'autre personnage, on le vit à ces paroles s'ensevelir dans son manteau et demeurer immobile après s'être d'abord découvert la tête par respect. Sire, dit le duc de Guise, je venais de rendre visite à ma belle-sœur, madame de Condé. Oui, et vous avez emmené avec vous un de vos gentilshommes. Lequel ? Sire, répondit le duc, votre majesté ne le connaît pas. Nous ferons connaissance, alors, dit le roi. Et marchant droit à l'autre figure, il fit signe à un des 2 laquais d'approcher avec son flambeau. Pardon, mon frère, dit le duc d'Anjou
en décroisant son manteau et s'inclinant avec un dépit mal déguisé. « Ah ah, Henri, c'est vous !»« Mais non, ce n'est point possible, je me trompe. Mon frère d'Anjou ne serait allé voir personne avant de venir me voir moi-même. Il n'ignore pas que, pour les princes du sang qui rentrent dans la capitale, il n'y a qu'une porte à Paris. C'est le guichet du Louvre. »« Pardonnez, sire, » dit le duc d'Anjou. « Je prie votre majesté d'excuser mon inconséquence. »« Oui, da, » répondit le roi d'un ton moqueur. « Et que faisiez-vous donc, mon frère, à l'hôtel de Condé ?»« Eh, mais, dit le roi de Navarre de son air narquois, ce que votre majesté disait tout à l'heure. » Et se penchant à l'oreille du roi, il termina sa phrase par un grand éclat de rire. « Qu'est-ce donc ?» demanda le duc de Guise avec hauteur, car, comme tout le monde à la cour, il avait pris l'habitude de traiter assez rudement ce pauvre roi de Navarre. « Pourquoi n'irais-je pas voir ma belle-sœur ? Monsieur le duc d'Alençon ne va-t-il pas voir la sienne ?» Henri rougit légèrement. « Quelle belle-sœur ? demanda Charles. « Je ne lui en connais pas d'autre que la reine Élisabeth. »« Pardon, sire, c'était sa sœur que j'aurais dû dire, Madame Marguerite, que nous avons vue passer en venant ici il y a une demi-heure dans sa litière, accompagnée de 2 muguets qui trottaient chacun à une portière. »« Vraiment, dit Charles, que répondez-vous à cela, Henri ? » ?»« Que la reine de Navarre est bien libre d'aller où elle veut, mais je doute qu'elle soit sortie du Louvre. »« Et moi j'en suis sûr, dit le duc de Guise. »« Et moi aussi, fit le duc d'Anjou, à telle enseigne que la litière s'est arrêtée rue Cloche-Percée. »« Il faut que votre belle-sœur, pas celle-ci, dit Henri en montrant l'hôtel de Condé, mais celle de là-bas, et il tourna son doigt dans la direction de l'hôtel de Guise, soit aussi de la partie, car nous les avons laissées ensemble, et, comme vous le savez, elles sont inséparables. »« Je ne comprends pas ce que veut dire votre majesté, répondit le duc de Guise. »« Au contraire, dit le roi, rien de plus clair. Et voilà pourquoi il y avait un muguet courant à chaque portière. »« Eh bien, dit le duc, s'il y a scandale de la part de la reine et de la part de mes belles-sœurs, invoquons pour le faire cesser la justice du roi. »« Ah, pardieu, dit Henri, laissez-la, madame de Condé et de Nevers. Le roi ne s'inquiète pas de sa sœur, et moi j'ai confiance dans ma femme. »« Non pas, dit Charles, je veux en avoir le cœur net. Mais faisons nos affaires nous-mêmes. La litière s'est arrêtée rue Cloche-Percée, dites-vous, mon cousin. »« Oui, sire. »« Vous reconnaîtriez l'endroit ? » ?»« Oui, sire. »« Eh bien, allons-y. Et s'il faut brûler la maison pour savoir qui est dedans, on la brûlera. » C'est avec ces dispositions assez peu rassurantes, pour la tranquillité de ceux dont il est question, que les 4 principaux seigneurs du monde chrétien prirent le chemin de la rue Saint-Antoine. Les 4 princes arrivèrent rue Cloche-Percée. Charles, qui voulait faire ses affaires en famille, renvoya les gentilshommes de sa suite en leur disant de disposer du reste de leur nuit, mais de se tenir près de la Bastille à 6 heures du matin avec 2 chevaux. Il n'y avait que 3 maisons dans la rue Cloche-Percée. La recherche était d'autant moins difficile que 2 ne firent aucun refus d'ouvrir. C'étaient celles qui touchaient l'une à la rue Saint-Antoine, l'autre à la rue du Roi de Sicile. Quant à la 3e, ce fut autre chose. C'était celle qui était gardée par le concierge allemand, et le concierge allemand était peu traitable. Paris semblait destiné à offrir cette nuit les plus mémorables exemples de fidélité domestique. Monsieur de Guise eut beau menacer dans le plus pur saxon, Henri d'Anjou eut beau offrir une bourse pleine d'or, Charles eut beau aller jusqu'à dire qu'il était lieutenant du guet, le brave Allemand ne tint compte ni de la déclaration, ni de l'offre, ni des menaces. Voyant que l'on insistait, et d'une manière qui devenait importune, il glissa entre les barres de fer l'extrémité de certaines arquebuses, démonstration dont ne firent que rire 3 des 4 visiteurs. Henri de Navarre se tenant à l'écart, comme si la chose eût été sans intérêt pour lui, attendu que l'arme, ne pouvant obliquer dans les barreaux, ne devait guère être dangereuse que pour un aveugle qui eût été se placer en face.
Voyant qu'on ne pouvait intimider, corrompre ni fléchir le portier, le duc de Guise feignit de partir avec ses compagnons. Mais la retraite ne fut pas longue. Au coin de la rue Saint-Antoine, le duc trouva ce qu'il cherchait. C'était une de ces pierres comme en remuaient, 3000 ans auparavant, Ajax, Télamon et Diomède. Il la chargea sur son épaule et revint en faisant signe à ses compagnons de le suivre. Juste en ce moment, le concierge, qui avait vu ceux qu'il prenait pour des malfaiteurs s'éloigner, refermait la porte sans avoir encore eu le temps de repousser les verrous. Le duc de Guise profita du moment. Véritable catapulte vivante, il lança la pierre contre la porte. La serrure vola, emportant la portion de la muraille dans laquelle elle était scellée. La porte s'ouvrit, renversant l'Allemand qui tomba en donnant, par un cri terrible, l'éveil à la garnison, qui, sans ce cri, courait grand risque d'être surprise. Justement, en ce moment-là même, la Mole traduisait, avec Marguerite, une idylle de Théocrite, et Coconas buvait, sous prétexte qu'il était grec aussi, force vin de Syracuse avec Henriette. La conversation scientifique et la conversation bachique furent violemment interrompues. Commencer par éteindre les bougies, ouvrir les fenêtres, s'élancer sur le balcon, distinguer 4 hommes dans les ténèbres, leur lancer sur la tête tous les projectiles qui leur tombèrent sous la main, faire un affreux bruit de coups de plat d'épée qui n'atteignaient que le mur, tel fut l'exercice auquel se livrèrent immédiatement la Mole et Coconas. Charles, le plus acharné des assaillants, reçut une aiguille d'argent sur l'épaule. Le duc d'Anjou, un bassin contenant une compote d'orange et de cédrat, et le duc de Guise, un quartier de venaison. Henri ne reçut rien. Il questionnait tout bas le portier que M. de Guise avait attaché à la porte et qui répondait par son éternel « Ich verstehe nicht ». Les femmes encourageaient les assiégés et leur passaient des projectiles qui se succédaient comme une grêle. « Par la mort diable !» s'écria Charles IX en recevant sur la tête un tabouret qui lui fit rentrer son chapeau jusque sur le nez. « Qu'on m'ouvre bien vite, ou je ferai tout pendre là-haut !»« Mon frère !» dit Marguerite bas à la Mole. « Le roi !» dit celui-ci tout bas à Henriette. « Le roi !» dit celle-ci à Coconas qui traînait un bahut vers la fenêtre et qui tenait à exterminer le duc de Guise auquel, sans le connaître, il avait particulièrement affaire. « Le roi, je vous dis !» Coconas lâcha le bahut, regarda d'un air étonné. « Le roi ?» dit-il. « Oui, le roi. »« Alors, en retraite ?»« Et justement, la Mole et Marguerite sont déjà partis. Venez !»« Par où ?»« Venez, vous dis-je. » Et le prenant par la main, Henriette entraîna Coconas par la porte secrète qui donnait dans la maison attenante. Et tous 4, après avoir refermé la porte derrière eux, s'enfuirent par l'issue qui donnait rue Tison. « Oh oh !» dit Charles, « je crois que la garnison se rend. » On attendit quelques minutes, mais aucun bruit ne parvint jusqu'aux assiégeants. « On prépare quelques ruses, » dit le duc de Guise. « Ou plutôt on a reconnu la voix de mon frère et l'on détale, » dit le duc d'Anjou. « Il faudra toujours bien qu'on passe par ici, » dit Charles. « Oui, » reprit le duc d'Anjou, « si la maison n'a pas 2 issues. »« Cousin, » dit le roi, « reprenez votre pierre et faites de l'autre porte comme de celle-ci. » Le duc pensa qu'il était inutile de recourir à de pareils moyens, et comme il avait remarqué que la seconde porte était moins forte que la première, il l'enfonça d'un simple coup de pied. « Les torches ! Les torches !» dit le roi. Les laquais s'approchèrent. Elles étaient éteintes, mais ils avaient sur eux tout ce qu'il fallait pour les rallumer. On fit de la flamme. Charles IX en prit une et passa l'autre au duc d'Anjou. Le duc de Guise marcha le premier, l'épée à la main. Henri ferma la marche. On arriva au premier étage. Dans la salle à manger était servi, ou plutôt desservi, le souper, car c'était particulièrement le souper qui avait fourni les projectiles. Les candélabres étaient renversés, les meubles sans dessus-dessous, et tout ce qui n'était pas vaisselle d'argent en pièces. On passa dans le salon.
Là, pas plus de renseignements que dans la première chambre sur l'identité des personnages. Des livres grecs et latins, quelques instruments de musique, voilà tout ce que l'on trouva. La chambre à coucher était plus muette encore. Une veilleuse brûlait dans un globe d'albâtre suspendu au plafond. Mais on ne paraissait pas même être entré dans cette chambre. « Il y a une seconde sortie, » dit le roi. « C'est probable, » dit le duc d'Anjou. « Mais où est-elle » demanda le duc de Guise. On chercha de tous côtés. On ne la trouva pas. « Où est le concierge » demanda le roi. « Je l'ai attaché à la grille, » dit le duc de Guise. « Interrogez-le, cousin. » Il ne voudra pas répondre. « Bah, on lui fera un petit feu bien sec autour des jambes, » dit le roi en riant. « Et il faudra bien qu'il parle. » Henri regarda vivement par la fenêtre. « Il n'y est plus, » dit-il. « Qui l'a détaché ?» demanda vivement le duc de Guise. « Mort diable !» s'écria le roi. « Nous ne saurons rien encore. » En effet, dit Henri, « vous voyez bien, sire, que rien ne prouve que ma femme et la belle-sœur de monsieur de Guise aient été dans cette maison. »« C'est vrai, dit Charles, l'écriture nous apprend. Il y a 3 choses qui ne laissent pas de traces. L'oiseau dans l'air, le poisson dans l'eau et la femme. Non, je me trompe. L'homme chez... » Ainsi, interrompit Henri, ce que nous avons de mieux à faire. Oui, dit Charles, c'est de soigner, moi, ma contusion, vous, d'Anjou, d'essuyer votre sirop d'orange, et vous, Guise, de faire disparaître votre graisse de sanglier. Et là-dessus, ils sortirent sans se donner la peine de refermer la porte. Arrivés à la rue Saint-Antoine, « Où allez-vous, messieurs ?» dit le roi au duc d'Anjou et au duc de Guise. « Sire, nous allons chez Nantouillet, qui nous attend à souper, mon cousin de Lorraine et moi. Votre Majesté veut-elle venir avec nous ? Non, merci. Nous allons du côté opposé. Voulez-vous un de mes porte-torches ? Nous vous rendons grâce, sire, dit vivement le duc d'Anjou. Bon, il a peur que je le fasse espionner, souffla Charles à l'oreille du roi de Navarre. Puis, prenant ce dernier par-dessous le bras, viens, Henriot, dit-il, je te donne à souper ce soir. Nous ne rentrons donc pas au Louvre ? Demanda Henri. Non, te dis-je, triple entêté. Viens avec moi, puisque je te dis de venir. Viens. Et il entraîna Henri par la rue Geoffroy-Lanier. Chapitre 5. Anagramme. Au milieu de la rue Geoffroy-Lanier venait aboutir la rue Garnier-sur-l'Eau, et au bout de la rue Garnier-sur-l'Eau s'étendait à droite et à gauche la rue des Bars. Là, en faisant quelques pas vers la rue de la Mortellerie, on trouvait à droite une petite maison isolée au milieu d'un jardin clos de hautes murailles et auquel une porte pleine donnait seule entrée. Charles tira une clé de sa poche, ouvrit la porte, qui céda aussitôt, étant fermée seulement aux peines. Puis, ayant fait passer Henri et le laquais qui portait la torche, il referma la porte derrière lui. Une seule petite fenêtre était éclairée. Charles la montra du doigt en souriant à Henri. « Sire, je ne comprends pas, » dit celui-ci. « Tu vas comprendre, Henriot. » Le roi de Navarre regarda Charles avec étonnement. Sa voix, son visage, avaient pris une expression de douceur qui était si loin du caractère habituel de sa physionomie que Henri ne le reconnaissait pas. « Henriot, lui dit le roi, je t'ai dit que lorsque je sortais du Louvre, je sortais de l'enfer. Quand j'entre ici, j'entre dans le paradis. Sire, dit Henri, je suis heureux que votre majesté m'ait trouvé digne de me faire le voyage du ciel avec elle. Le chemin en est étroit, dit le roi en s'engageant dans un petit escalier, mais c'est pour que rien ne manque à la comparaison. Et quel est l'ange qui garde l'entrée de votre Éden, sire ? Tu vas voir, répondit Charles IX. En faisant signe à Henri de le suivre sans bruit, il poussa une première porte, puis une seconde, et s'arrêta sur le seuil. « Regarde, dit-il. » Henri s'approcha, et son regard demeura fixé sur un des plus charmants tableaux qu'il eût vus. C'était une femme de 18 à 19 ans, à peu près, dormant la tête posée sur le pied du lit d'un enfant endormi,
dont elle tenait entre ses deux mains les petits pieds rapprochés de ses lèvres, tandis que ses longs cheveux ondoyaient, épandus comme un flot d'or. On eût dit un tableau de l'Albane représentant la Vierge et l'enfant Jésus. « Oh, sire, dit le roi de Navarre, quelle est cette charmante créature ?»« L'ange de mon paradis, Henriot, le seul qui m'aime pour moi. » Henri sourit. « Oui, pour moi, dit Charles, car elle m'a aimé avant de savoir que j'étais roi. Et depuis qu'elle le sait, eh bien, depuis qu'elle le sait, dit Charles avec un soupir qui prouvait que cette sanglante royauté lui était lourde parfois. Depuis qu'elle le sait, elle m'aime encore. Ainsi, juge. Le roi s'approcha tout doucement, et sur la joue en fleurs de la jeune femme, il posa un baiser aussi léger que celui d'une abeille sur un lys. Et cependant, la jeune femme se réveilla. « Charles, murmura-t-elle en ouvrant les yeux. « Tu vois, dit le roi, elle m'appelle Charles. » La reine dit « Sire. »« Oh, s'écria la jeune femme, vous n'êtes pas seul, mon roi. »« Non, ma bonne Marie. J'ai voulu t'amener un autre roi plus heureux que moi, car il n'a pas de couronne. Plus malheureux que moi, car il n'a pas une Marie Touchet. Dieu fait une compensation à tout. »« Sire, c'est le roi de Navarre, demanda Marie. Lui-même, mon enfant. Approche, Henriot. Le roi de Navarre s'approcha. Charles lui prit la main droite. Regarde cette main, Marie, dit-il. C'est la main d'un bon frère et d'un loyal ami. Sans cette main, vois-tu? Eh bien, sire? Eh bien, sans cette main, aujourd'hui, Marie, notre enfant n'aurait plus de père. Marie jeta un cri, tomba à genoux, saisit la main de Henri et la baisa. « Bien, Marie, bien, » dit Charles. « Et qu'avez-vous fait pour le remercier, sire ?»« Je lui ai rendu l'appareil. » Henri regarda Charles avec étonnement. « Tu sauras un jour ce que je veux dire, Henriot. En attendant, viens voir. » Et il s'approcha du lit où l'enfant dormait toujours. « Eh, dit-il, si ce gros garçon-là dormait au Louvre au lieu de dormir ici, dans cette petite maison de la rue des Barres, cela changerait bien des choses dans le présent et peut-être dans l'avenir. »« Sire, dit Marie, n'en déplaise à votre majesté, j'aime mieux qu'il dorme ici. Il dort mieux. »« Ne troublons donc pas son sommeil, dit le roi. C'est si bon de dormir quand on ne fait pas de rêves. »« Eh bien, sire, fit Marie en étendant la main vers une des portes qui donnaient dans cette chambre. « Oui, tu as raison, Marie, dit Charles IX. Soupons. »« Mon bien-aimé Charles, dit Marie, vous direz au roi votre frère de m'excuser, n'est-ce pas ? » ?»« Et de quoi ? » ?»« De ce que j'ai renvoyé nos serviteurs. »« Sire, continua Marie en s'adressant au roi de Navarre, vous saurez que Charles ne veut être servi que par moi. » « Ventre Saint-Gris, dit Henri, je le crois bien. » Les deux hommes passèrent dans la salle à manger, tandis que la mère, inquiète et soigneuse, couvrait d'une chaude étoffe le petit Charles, qui, grâce à son bon sommeil d'enfant que lui enviait son père, ne s'était pas réveillé. Marie vint les rejoindre. « Il n'y a que 2 couverts, dit le roi. « Permettez, dit Marie, que je serve vos majestés. »« Allons, dit Charles, voilà que tu me portes malheur, Henriot. »« Comment, sire ? N'entends-tu pas ? » ?»« Pardon, Charles, pardon. Je te pardonne. Mais place-toi là, près de moi, entre nous deux. »« J'obéis, dit Marie. Elle apporta un couvert, s'assit entre les 2 rois et les servit. « N'est-ce pas, Henriot, que c'est bon, dit Charles, d'avoir un endroit au monde dans lequel on ose boire et manger sans avoir besoin que personne fasse avant vous l'essai de vos vins et de vos viandes ? » ?»« Sire, dit Henri en souriant et en répondant par le sourire à l'appréhension éternelle de son esprit. « Croyez que j'apprécie votre bonheur plus que personne. »« Aussi, dis-lui bien, Henriot, que, pour que nous demeurions ainsi heureux, il ne faut pas qu'elle se mêle de politique. Il ne faut pas surtout qu'elle fasse connaissance avec ma mère. »
La reine Catherine aime en effet votre majesté avec tant de passion qu'elle pourrait être jalouse de tout autre amour, répondit Henri, trouvant, par un subterfuge, le moyen d'échapper à la dangereuse confiance du roi. Marie, dit le roi, je te présente un des hommes les plus fins et les plus spirituels que je connaisse. À la cour, vois-tu, et ce n'est pas peu dire, il a mis tout le monde dedans. Moi seul ai vu clair peut-être. Je ne dis pas dans son cœur, mais dans son esprit. Sire, dit Henri, je suis fâché qu'en exagérant l'un comme vous le faites, vous doutiez de l'autre. Je n'exagère rien, Henriot, dit le roi. D'ailleurs, on te connaîtra un jour. Puis, se retournant vers la jeune femme, il fait surtout les anagrammes à ravir. Dis-lui de faire celle de ton nom, et je réponds qu'il la fera. Oh, que voulez-vous qu'on trouve dans le nom d'une pauvre fille comme moi? Quelle gracieuse pensée peut sortir de cet assemblage de lettres avec lesquelles le hasard a écrit « Marie Touchet ». Oh, l'anagramme de ce nom, sire, dit Henri, est trop facile, et je n'ai pas eu grand mérite à la trouver. Ah ah, c'est déjà fait, dit Charles. Tu vois, Marie. Henri tira de la poche de son pourpoint ses tablettes, en déchira une page, et en dessous du nom Marie Touchet, écrivit « Je charme tout ». Puis il passa la feuille à la jeune femme. « En vérité, s'écria-t-elle, c'est impossible. »« Qu'a-t-il trouvé ?» demanda Charles. « Sire, je n'ose répéter, moi. »« Sire, dit Henri, dans le nom de Marie Touchet, il y a lettre pour lettre, en faisant de l'i un j, comme c'est l'habitude, je charme tout. »« En effet, s'écria Charles, lettre pour lettre. Je veux que ce soit ta devise. Entends-tu, Marie ? Jamais devise n'a été mieux méritée. Merci, Henriot. Marie, je te la donnerai écrite en diamant. Le souper s'acheva. 2 heures sonnèrent à Notre-Dame. Maintenant, dit Charles, en récompense de son compliment, Marie, tu vas lui donner un fauteuil où il puisse dormir jusqu'au jour. Bien loin de nous seulement, parce qu'il ronfle à faire peur. Puis, si tu t'éveilles avant moi, tu me réveilleras, car nous devons être à 6 heures du matin à la Bastille. Bonsoir, Henriot. Arrange-toi comme tu voudras. Mais, ajouta-t-il, en s'approchant du roi de Navarre et en lui posant la main sur l'épaule, sur ta vie. Entends-tu bien, Henri? Sur ta vie, ne sors pas d'ici sans moi, surtout pour retourner au Louvre. Henri avait soupçonné trop de choses dans ce qu'il n'avait pas compris pour manquer à une telle recommandation. Charles IX entra dans sa chambre et Henri, le dur montagnard, s'accommoda sur un fauteuil où, bientôt, il justifia la précaution qu'avait prise son beau-frère de l'éloigner de lui. Le lendemain, au point du jour, il fut éveillé par Charles. Comme il était resté tout habillé, sa toilette ne fut pas longue. Le roi était heureux et souriant comme on ne le voyait jamais au Louvre. Les heures qu'il passait dans cette petite maison de la rue des Barres étaient ses heures de soleil. Tous deux repassèrent par la chambre à coucher. La jeune femme dormait dans son lit. L'enfant dormait dans son berceau. Tous deux souriaient en dormant. Charles les regarda un instant avec une tendresse infinie, puis, se tournant vers le roi de Navarre, « Henriot, lui dit-il, s'il t'arrivait jamais d'apprendre quel service je t'ai rendu cette nuit, et qu'à moi il m'arrive à malheur, souviens-toi de cet enfant qui repose dans son berceau. » Puis, les embrassant tous deux au front, sans donner à Henri le temps de l'interroger, « Au revoir, mes anges, dit-il, et il sortit. Henri le suivit tout pensif. Des chevaux tenus en main par des gentilshommes auxquels Charles IX avait donné rendez-vous les attendaient à la Bastille. Charles fit signe à Henri de monter à cheval, se mit en selle, sortit par le jardin de l'Arbalète et suivit les boulevards extérieurs. « Où allons-nous » demanda Henri. « Nous allons, répondit Charles, voir si le duc d'Anjou est revenu pour madame de Condé seule, et s'il y a, dans ce cœur-là, autant d'ambition que d'amour, ce dont je doute fort. » Henri ne comprenait rien à l'explication. Il suivit Charles sans rien dire.
En arrivant au marais, et comme à l'abri des palissades, on découvrait tout ce qu'on appelait alors les faubourgs Saint-Laurent, Charles montra à Henri, à travers la brume grisâtre du matin, des hommes enveloppés de grands manteaux et coiffés de bonnets de fourrure qui s'avançaient à cheval, précédant un fourgon pesamment chargé. À mesure qu'ils avançaient, ces hommes prenaient une forme précise, et l'on pouvait voir, à cheval comme eux et causant avec eux, un autre homme, vêtu d'un long manteau brun et le front ombragé d'un chapeau à la française. « Ah ah !» dit Charles en souriant, « je m'en doutais. »« Eh, sire, » dit Henri, « je ne me trompe pas, ce cavalier au manteau brun, c'est le duc d'Anjou. »« Lui-même, » dit Charles IX. « Range-toi un peu, Henriot, je désire qu'il ne nous voie pas. »« Mais, » demanda Henri, « les hommes au manteau grisâtre et au bonnet fourré, quels sont-ils? Et dans ce chariot, qu'y a-t-il ?»« Ces hommes, » dit Charles, « ce sont les ambassadeurs polonais, et dans ce chariot, il y a une couronne. Et maintenant, continua-t-il en mettant son cheval au galop et en reprenant le chemin de la porte du temple, « viens, Henriot, j'ai vu tout ce que je voulais voir. » Chapitre 6. La rentrée au Louvre. Lorsque Catherine pensa que tout était fini dans la chambre du roi de Navarre, que les gardes-morts étaient enlevés, que Maurevel était transporté chez lui, que les tapis étaient lavés, elle congédia ses femmes, car il était minuit à peu près, et elle essaya de dormir. Mais la secousse avait été trop violente et la déception trop forte. Ce Henri détesté, échappant éternellement à ses embûches d'ordinaire mortelles, semblait protégé par quelque puissance invincible que Catherine s'obstinait à appeler hasard, quoique, au fond de son cœur, une voix lui dit que le véritable nom de cette puissance fut la destinée. Cette idée que le bruit de cette nouvelle tentative, en se répandant dans le Louvre et hors du Louvre, allait donner à Henri et aux Huguenots une plus grande confiance encore dans l'avenir, l'exaspérait, et en ce moment, si ce hasard contre lequel elle luttait si malheureusement lui eût livré son ennemi, certes, avec le petit poignard florentin qu'elle portait à sa ceinture, elle eût déjoué cette fatalité si favorable au roi de Navarre. Les heures de la nuit, ces heures si lentes à celui qui attend et qui veille, sonnèrent donc les unes après les autres, sans que Catherine pût fermer l'œil. Tout un monde de projets nouveaux se déroula pendant ces heures nocturnes dans son esprit plein de visions. Enfin, au point du jour, elle se leva, s'habilla toute seule et s'achemina vers l'appartement de Charles IX. Les gardes, qui avaient l'habitude de la voir venir chez le roi à toute heure du jour et de la nuit, la laissèrent passer. Elle traversa donc l'antichambre et atteignit le cabinet des armes. Mais là, elle trouva la nourrice de Charles qui veillait. « Mon fils, » dit la reine. « Madame, il a défendu qu'on entrât dans sa chambre avant 8 heures. »« Cette défense n'est pas pour moi, nourrice. »« Elle est pour tout le monde, madame. » Catherine sourit. « Oui, je sais bien, » reprit la nourrice. « Je sais bien que nul ici n'a le droit de faire obstacle à votre majesté. Je la supplierai donc d'écouter la prière d'une pauvre femme et de ne pas aller plus avant. »« Nourrice, il faut que je parle à mon fils. »« Madame, je n'ouvrirai la porte que sur un ordre formel de votre majesté. »« Ouvrez, nourrice, » dit Catherine. « Je le veux. » La nourrice, à cette voix plus respectée et surtout plus redoutée au Louvre que celle de Charles lui-même, présenta la clé à Catherine, mais Catherine n'en avait pas besoin. Elle tira de sa poche la clé qui ouvrait la porte de son fils, et sous sa rapide pression, la porte céda. La chambre était vide. La couche de Charles était intacte, et son lévrier Actéon, couché sur la peau d'ours étendue à la descente de son lit, se leva et vint lécher les mains d'ivoire de Catherine. « Ah !» dit la reine en fronçant le sourcil. « Il est sorti. J'attendrai. » Et elle alla s'asseoir, pensive et sombrement recueillie, à la fenêtre qui donnait sur la cour du Louvre et de laquelle on découvrait le principal guichet. Depuis 2 heures, elle était là, immobile et pâle, comme une statue de marbre, lorsqu'elle aperçut enfin,
Rentrant au Louvre, une troupe de cavaliers à la tête desquels elle reconnut Charles et Henri de Navarre. Alors, elle comprit tout. Charles, au lieu de discuter avec elle sur l'arrestation de son beau-frère, l'avait emmenée et sauvée ainsi. « Aveugle, aveugle, aveugle !» murmura-t-elle. Et elle attendit. Un instant après, des pas retentirent dans la chambre à côté, qui était le cabinet des armes. « Mais, sire, disait Henri, maintenant que nous voilà rentrés au Louvre, dites-moi pourquoi vous m'en avez fait sortir et quel est le service que vous m'avez rendu ?»« Non pas, Henriot, répondit Charles en riant. Un jour tu le sauras peut-être, mais pour le moment c'est un mystère. Sache seulement que pour l'heure tu vas, selon toute probabilité, me valoir une rude querelle avec ma mère. » En achevant ces mots, Charles souleva la tapisserie et se trouva face à face avec Catherine. Derrière lui et par-dessus son épaule apparaissait la tête pâle et inquiète du Béarnais. « Ah, vous êtes ici, madame, dit Charles IX en fronçant le sourcil. « Oui, mon fils, dit Catherine. J'ai à vous parler. »« À moi ?»« À vous seul. »« Allons, allons, dit Charles en se retournant vers son beau-frère. Puisqu'il n'y avait pas moyen d'y échapper, le plus tôt est le mieux. »« Je vous laisse, sire, dit Henri. »« Oui, oui, laisse-nous, répondit Charles. Et puisque tu es catholique, Henriot, va entendre la messe à mon intention. Moi, je reste aux prêches. » Henri salua et sortit. Charles IX alla au-devant des questions que venait lui adresser sa mère. « Eh bien, madame, dit-il, en essayant de tourner la chose au rire. Pardieu, vous m'attendez pour me gronder, n'est-ce pas ? J'ai fait manquer irréligieusement votre petit projet. Et, mort d'un diable, je ne pouvais pas cependant laisser arrêter et conduire à la Bastille l'homme qui venait de me sauver la vie. Je ne voulais pas non plus me quereller avec vous. Je suis bon fils. Et puis, ajouta-t-il tout bas, le bon Dieu punit les enfants qui se querellent avec leur mère. Témoin mon frère François II. Pardonnez-moi donc franchement, et avouez ensuite que la plaisanterie était bonne. Sire, dit Catherine, votre majesté se trompe. Il ne s'agit pas d'une plaisanterie. Si fait, et vous finirez par l'envisager ainsi, ou le diable m'emporte. Sire, vous avez par votre faute fait manquer tout un plan qui devait nous amener à une grande découverte. Bah, un plan. Est-ce que vous êtes embarrassé pour un plan avorté, vous, ma mère ? Vous en ferez 20 autres, et dans cela, eh bien, je vous promets de vous seconder. Maintenant, me secondassiez-vous ? Il est trop tard, car il est averti, et il se tiendra sur ses gardes. Voyons, fit le roi, venons au but. Qu'avez-vous contre Henriot ? J'ai contre lui qu'il conspire. Oui, je comprends bien, c'est votre accusation éternelle. Mais tout le monde ne conspire-t-il pas peu ou prou dans cette charmante résidence royale qu'on appelle le Louvre ? Mais lui conspire plus que personne, et il est d'autant plus dangereux que personne ne s'en doute. Voyez-vous, le Lorenzino, dit Charles. Écoutez, dit Catherine s'assombrissant à ce nom qui lui rappelait une des plus sanglantes catastrophes de l'histoire florentine. Écoutez, il y a un moyen de me prouver que j'ai tort. Et lequel, ma mère ? Demandez à Henri qui était cette nuit dans sa chambre. Dans sa chambre ? Cette nuit ? Oui. Et s'il vous le dit ? Eh bien, je suis prête à avouer que je me trompais. Mais si c'était une femme cependant, nous ne pouvons pas exiger... Une femme ? Oui. Une femme qui a tué 2 de vos gardes et qui a blessé mortellement peut-être monsieur de Maurevel ? Oh, oh, dit le roi, cela devient sérieux. Il y a eu du sang répandu ? 3 hommes sont restés couchés sur le plancher. Et celui qui les a mis dans cet état s'est sauvé, sain et sauf. Par Gog et Magog, dit Charles. C'était un brave. Et vous avez raison, ma mère, je veux le connaître. Eh bien, je vous le dis d'avance, vous ne le connaîtrez pas, du moins par Henri. Mais par vous, ma mère. Cet homme n'a pas fui ainsi sans laisser quelque indice.
sans qu'on ait remarqué quelque partie de son habillement. On a remarqué que le manteau cerise fort élégant dans lequel il était enveloppé. Ah ah, un manteau cerise, dit Charles. Je n'en connais qu'un à la cour assez remarquable pour qu'il frappe ainsi les yeux. Justement, dit Catherine. Eh bien, demanda Charles. Eh bien, dit Catherine, attendez-moi chez vous, mon fils, et je vais voir si mes ordres ont été exécutés. Catherine sortit, et Charles demeura seul, se promenant de long en large, avec distraction, sifflant un air de chasse, une main dans son pourpoint, et laissant pendre l'autre main, que léchait son lévrier chaque fois qu'il s'arrêtait. Quant à Henri, il était sorti de chez son beau-frère fort inquiet, et, au lieu de suivre le corridor ordinaire, il avait pris le petit escalier dérobé dont plus d'une fois déjà il a été question, et qui conduisait au second étage. Mais à peine avait-il monté 4 marches qu'au premier tournant il aperçut une ombre. Il s'arrêta en portant la main à son poignard. Aussitôt il reconnut une femme, et une charmante voix, dont le timbre lui était familier, lui dit en lui saisissant la main. « Dieu soit loué, sire, vous voilà sain et sauf. J'ai eu bien peur pour vous, mais sans doute Dieu a exaucé ma prière. »« Qu'est-il donc arrivé ?» dit Henri. « Vous le saurez en rentrant chez vous. Ne vous inquiétez point d'Orton, je l'ai recueilli. » Et la jeune femme descendit rapidement, croisant Henri comme si c'était par hasard qu'elle l'eût rencontré sur l'escalier. « Voilà qui est bizarre, » se dit Henri. « Que s'est-il donc passé ? Qu'est-il arrivé à Orton ?» La question, malheureusement, ne pouvait être entendue de madame de Sauve, car madame de Sauve était déjà loin. Au haut de l'escalier, Henri vit tout à coup apparaître une autre ombre, mais celle-là, c'était celle d'un homme. « Chut !» dit cet homme. « Ah ah, c'est vous, François. Ne m'appelez point par mon nom. Que s'est-il donc passé ? Rentrez chez vous, et vous le saurez. Puis, ensuite, glissez-vous dans le corridor, regardez bien de tous côtés si personne ne vous épie. Entrez chez moi, la porte sera seulement poussée. » Et il disparut à son tour par l'escalier comme ces fantômes qui, au théâtre, s'abîment dans une trappe. « Ventre saint-gris !» murmura le Béarnais. « L'énigme se continue. Mais puisque le mot est chez moi, allons-y, et nous verrons bien. » Cependant, ce ne fut pas sans émotion que Henri continua son chemin. Il avait la sensibilité, cette superstition de la jeunesse. Tout se reflétait nettement sur cette âme à la surface unie comme un miroir, et tout ce qu'il venait d'entendre lui présageait un malheur. Il arriva à la porte de son appartement et écouta. Aucun bruit ne s'y faisait entendre. D'ailleurs, puisque Charlotte lui avait dit de rentrer chez lui, il était évident qu'il n'avait rien à craindre en y rentrant. Il jeta un coup d'œil rapide autour de l'antichambre. Elle était solitaire, mais rien ne lui indiquait encore quelle chose s'était passée. « En effet, dit-il, Orton n'est point là. » Et il passa dans la seconde chambre. Là, tout fut expliqué. Malgré l'eau qu'on avait jetée à flots, de larges taches rougeâtres marbraient le plancher. Un meuble était brisé, les tentures du lit déchiquetées à coups d'épée, un miroir de Venise était brisé par le choc d'une balle. Et une main sanglante, appuyée contre la muraille, et qui avait laissé sa terrible empreinte, annonçait que cette chambre muette, alors, avait été témoin d'une lutte mortelle. Henri recueillit d'un œil hagard tous ces différents détails, passa sa main sur son front moite de sueur et murmura « Ah, je comprends ce service que m'a rendu le roi. On est venu pour m'assassiner. Et, ah, Demouy, qu'ont-ils fait de Demouy ? Les misérables, ils l'auront tué. » Et, aussi pressé d'apprendre des nouvelles que le duc d'Alençon l'était de lui en donner, Henri, après avoir jeté une dernière fois un morne regard sur les objets qui l'entouraient, s'élança hors de la chambre, gagna le corridor, s'assura qu'il était bien solitaire, et poussant la porte entrebâillée qu'il referma avec soin derrière lui, il se précipita chez le duc d'Alençon. Le duc l'attendait dans la première pièce. Il prit vivement la main de Henri, l'entraîna en mettant un doigt sur sa bouche dans un petit cabinet en tourelle, complètement isolé et par conséquent échappant par sa disposition à tout espionnage. « Ah, mon frère, lui dit-il, quelle horrible nuit !»« Que s'est-il donc passé ?» demanda Henri. « On a voulu vous arrêter. »« Moi ? Oui, vous. Et à quel propos ? Je ne sais.
Où étiez-vous ? Le roi m'avait emmené hier soir avec lui par la ville. Alors, il le savait, dit d'Alençon. Mais, puisque vous n'étiez pas chez vous, qui donc y était ? Y avait-il donc quelqu'un chez moi ? Demanda Henri, comme s'il l'eût ignoré. Oui, un homme. Quand j'ai entendu le bruit, j'ai couru pour vous porter secours, mais il était trop tard. L'homme était arrêté ? Demanda Henri avec anxiété. Non, il s'était sauvé, après avoir blessé dangereusement Maurevel et tué 2 gardes. Ah, brave Demouy, s'écria Henri. C'était donc Demouy ? Dit vivement d'Alençon. Henri vit qu'il avait fait une faute. Du moins, je le présume, dit-il, car je lui avais donné rendez-vous pour m'entendre avec lui de votre fuite et lui dire que je vous avais concédé tous mes droits au trône de Navarre. Alors, si la chose est sue, dit d'Alençon en pâlissant, nous sommes perdus. Oui, car Maurevel parlera. Maurevel a reçu un coup d'épée dans la gorge, et je m'en suis informé au chirurgien qui l'a pansé. De plus de 8 jours, il ne pourra prononcer une seule parole. 8 jours ? C'est plus qu'il n'en faudra à Demouy pour se mettre en sûreté. Après cela, dit d'Alençon, ça peut être un autre que M. Demouy. Vous croyez ? Dit Henri. Oui, cet homme a disparu très vite, et l'on n'a vu que son manteau cerise. En effet, dit Henri, un manteau cerise est bon pour un dameret et non pour un soldat. Jamais on ne soupçonnera Demouy sous un manteau cerise. Non, si l'on soupçonnait quelqu'un, dit d'Alençon, ce serait plutôt... Il s'arrêta. Ce serait plutôt Monsieur de la Mole, dit Henri. Certainement, puisque moi-même, qui ai vu fuir cet homme, j'ai douté un instant. Vous avez douté. En effet, ce pourrait bien être Monsieur de la Mole. Ne sait-il rien ? Demanda d'Alençon. Rien, absolument, du moins rien d'important. Mon frère, dit le duc, maintenant je crois véritablement que c'était lui. Diable, dit Henri, si c'est lui, cela va faire grand-peine à la reine, qui lui porte intérêt. Intérêt, dites-vous ? Demanda d'Alençon, interdit. Sans doute. Ne vous rappelez-vous pas, François, que c'est votre sœur qui vous l'a recommandé ? Si fait, dit le duc d'une voix sourde. Aussi, je voudrais lui être agréable, et la preuve, c'est que, de peur que son manteau rouge ne le compromît, je suis monté chez lui, et je l'ai rapporté chez moi. Oh, oh, dit Henri, voilà qui est doublement prudent. Et maintenant, je ne parierai pas, mais je jurerai que c'était lui. Même en justice ? Demanda François. Ma foi, oui, répondit Henri. Il sera venu m'apporter quelques messages de la part de Marguerite. Si j'étais sûr d'être appuyé par votre témoignage, dit d'Alençon, moi, je l'accuserais presque. Si vous accusiez, répondit Henri, vous comprenez, mon frère, que je ne vous démentirais pas. Mais la reine, dit d'Alençon. Ah oui, la reine. Il faut savoir ce qu'elle fera. Je me charge de la commission. Peste, mon frère, elle aurait tort de nous démentir, car voilà une flambante réputation de vaillant faite à ce jeune homme et qui ne lui aura pas coûté cher, car il l'aura acheté à crédit. Il est vrai qu'il pourra bien rembourser ensemble intérêt et capital. Dame, que voulez-vous, dit Henri, dans ce bas monde, on n'a rien pour rien. Et, saluant d'Alençon de la main et du sourire, il passa avec précaution sa tête dans le corridor. Et s'étant assuré qu'il n'y avait personne aux écoutes, il se glissa rapidement et disparut dans l'escalier dérobé qui conduisait chez Marguerite. De son côté, la reine de Navarre n'était guère plus tranquille que son mari. L'expédition de la nuit, dirigée contre elle et la duchesse de Nevers par le roi, par le duc d'Anjou, par le duc de Guise et par Henri, qu'elle avait reconnu, l'inquiétait fort. Sans doute, il n'y avait aucune preuve qui pût la compromettre. Le concierge détaché de sa grille par la Mole et Coconas avait affirmé être resté muet, mais 4 seigneurs de la taille de ceux à qui 2 simples gentilshommes comme la Mole et Coconas avaient tenu tête ne s'étaient pas dérangés de leur chemin au hasard et sans savoir pour qui ils se dérangeaient. Marguerite était donc rentrée au point du jour, après avoir passé le reste de la nuit chez la duchesse de Nevers. Elle s'était couchée aussitôt, mais elle ne pouvait dormir. Elle tressaillait au moindre bruit.
Ce fut au milieu de ses anxiétés qu'elle entendit frapper à la porte secrète, et qu'après avoir fait reconnaître le visiteur par Gillonne, elle ordonna de laisser rentrer. Henri s'arrêta à la porte. Rien en lui n'annonçait le mari blessé. Son sourire habituel errait sur ses lèvres fines, et aucun muscle de son visage ne trahissait les terribles émotions à travers lesquelles il venait de passer. Il parut interroger de l'œil Marguerite pour savoir si elle lui permettrait de rester en tête-à-tête avec elle. Marguerite comprit le regard de son mari et fit signe à Gillonne de s'éloigner. « Madame, dit alors Henri, je sais combien vous êtes attachée à vos amis, et j'ai bien peur de vous apporter une fâcheuse nouvelle. »« Laquelle, monsieur ?» demanda Marguerite. « Un de nos plus chers serviteurs se trouve en ce moment fort compromis. »« Lequel ?»« Ce cher comte de la Mole. »« Monsieur le comte de la Mole ? Compromis ? Et à propos de quoi ?»« À propos de l'aventure de cette nuit. » Marguerite, malgré sa puissance sur elle-même, ne put s'empêcher de rougir. Enfin, elle fit un effort. « Quelle aventure ?» demanda-t-elle. « Comment ?» dit Henri. « N'avez-vous point entendu tout ce bruit qui s'est fait cette nuit au Louvre ?»« Non, monsieur. »« Oh, je vous en félicite, madame, » dit Henri avec une naïveté charmante. « Cela prouve que vous avez un bien excellent sommeil. »« Eh bien, que s'est-il donc passé ?» Il s'est passé que notre bonne mère avait donné l'ordre à monsieur de Maurevel et à 6 de ses gardes de m'arrêter. « Vous, monsieur ? Vous ? » ?»« Oui, moi. »« Et pour quelle raison ? » ?»« Ah, qui peut dire les raisons d'un esprit profond comme l'est celui de notre mère ? » ?»« Je les respecte, mais je ne les sais pas. »« Et vous n'étiez pas chez vous ? » ?»« Non, par hasard, c'est vrai. »« Vous avez deviné cela, madame. » »« Non, je n'étais pas chez moi. Hier au soir, le roi m'a invité à l'accompagner. Mais si je n'étais pas chez moi, un autre y était. »« Et quel était cet autre ? » ?»« Il paraît que c'était le comte de la Mole. »« Le comte de la Mole ?» dit Marguerite étonnée. « Tudieu, quel gaillard que ce petit Provençal !» continua Henri. « Comprenez-vous qu'il a blessé Maurevel et tué 2 gardes ?»« Blessé monsieur de Maurevel et tué 2 gardes ? Impossible. »« Comment ? Vous doutez de son courage, madame ? » ?»« Non, mais je dis que monsieur de la Mole ne pouvait pas être chez vous. »« Comment ne pouvait-il pas être chez moi ? » ?»« Mais parce que, reprit Marguerite embarrassée, parce qu'il était ailleurs. »« Ah, s'il peut prouver un alibi, reprit Henri, c'est autre chose. Il dira où il était et tout sera fini. »« Où il était ? » dit vivement Marguerite. « Sans doute. La journée ne se passera pas sans qu'il soit arrêté et interrogé. Mais malheureusement, comme on a des preuves... »« Des preuves ? Lesquelles ? » ?»« L'homme qui a fait cette défense désespérée avait un manteau rouge. »« Mais il n'y a pas que monsieur de la Mole qui ait un manteau rouge. Je connais un autre homme encore. »« Sans doute, et moi aussi. Mais voilà ce qui arrivera. Si ce n'est pas monsieur de la Mole qui était chez moi... ce sera cet autre homme à manteau rouge comme lui. Or, cet autre homme, vous savez qui ? Ciel. Voilà l'écueil. Vous l'avez vu comme moi, madame, et votre émotion me le prouve. Causons donc maintenant comme 2 personnes qui parlent de la chose la plus recherchée du monde. D'un trône, du bien le plus précieux, de la vie. Demouy arrêté nous perd. Oui, je comprends cela. Tandis que monsieur de la Mole ne compromet personne, à moins que vous ne le croyiez capable d'inventer quelque histoire, comme de dire, par hasard, qu'il était en partie avec des dames. Que sais-je, moi ? Monsieur, dit Marguerite, si vous ne craignez que cela, soyez tranquille, il ne le dira point. Comment ? dit Henri, il se taira ? Sa mort dut-elle être le prix de son silence ? Il se taira, monsieur. Vous en êtes sûr ? J'en réponds. Alors, tout est pour le mieux, dit Henri en se levant. Vous vous retirez, monsieur ? demanda vivement Marguerite. Oh, mon Dieu, oui, voilà tout ce que j'avais à vous dire. Et vous allez ? Tâchez de nous tirer tous du mauvais pas où ce diable d'homme au manteau rouge nous a mis. Oh, mon Dieu, pauvre jeune homme, s'écria douloureusement Marguerite en se tordant les mains.
En vérité, dit Henri en se retirant, c'est un bien gentil serviteur que ce cher monsieur de la Mole. Chapitre 7. La cordelière de la reine-mère. Charles était entré riant et railleur chez lui. Mais après une conversation de 10 minutes avec sa mère, on eût dit que celle-ci lui avait cédé sa pâleur et sa colère, tandis qu'elle avait repris la joyeuse humeur de son fils. « Monsieur de la Mole, disait Charles, monsieur de la Mole, il faut appeler Henri et le duc d'Alençon. Henri, parce que ce jeune homme était huguenot, le duc d'Alençon, parce qu'il est à son service. Appelez-les si vous voulez, mon fils. Vous ne saurez rien. Henri et François, j'en ai peur, sont plus liés ensemble que ne pourrait le faire croire l'apparence. Les interroger, c'est leur donner des soupçons. Mieux vaudrait, je crois, l'épreuve lente et sûre de quelques jours. Si vous laissez respirer les coupables, mon fils, si vous laissez croire qu'ils ont échappé à votre vigilance, enhardis, triomphants, ils vont vous fournir une occasion meilleure de sévir. Alors, nous saurons tout. Charles se promenait, indécis, rongeant sa colère, comme un cheval qui ronge son frein et comprimant de sa main crispée son cœur mordu par le soupçon. « Non, non, dit-il enfin, je n'attendrai pas. Vous ne savez pas ce que c'est que d'attendre, escorté comme je le suis, de fantômes. D'ailleurs, tous les jours, ces muguets deviennent plus insolents. Cette nuit même, 2 damoiseaux n'ont-ils pas osé nous tenir tête et se rebeller contre nous? Si monsieur de la Mole est innocent, c'est bien. Mais je ne suis pas fâché de savoir où était monsieur de la Mole cette nuit, tandis qu'on battait mes gardes au Louvre et qu'on me battait, moi, rue Cloche-Percée. Qu'on m'aille donc chercher le duc d'Alençon, puis Henri. Je veux les interroger séparément. Quant à vous, vous pouvez rester, ma mère. » Catherine s'assit. Pour un esprit ferme comme le sien, tout incident pouvait, courbé par sa main puissante, la conduire à son but, bien qu'il parût s'en écarter. De tout choc jaillit un bruit ou une étincelle. Le bruit guide, l'étincelle éclaire. Le duc d'Alençon entra. Sa conversation avec Henri l'avait préparé à l'entrevue. Il était donc assez calme. Ses réponses furent des plus précises. Prévenu par sa mère de demeurer chez lui, il ignorait complètement les événements de la nuit. Seulement, comme son appartement se trouvait donné sur le même corridor que celui du roi de Navarre, il avait d'abord cru entendre un bruit comme celui d'une porte qu'on enfonce, puis des imprécations, puis des coups de feu. Alors seulement il s'était hasardé à entrebâiller sa porte, et avait vu fuir un homme en manteau rouge. Charles et sa mère échangèrent un regard. « En manteau rouge, dit le roi. « En manteau rouge, reprit d'Alençon. Et ce manteau rouge ne vous a donné soupçon sur personne ?» D'Alençon rappela toute sa force pour mentir le plus naturellement possible. « Au premier aspect, dit-il, je dois avouer à votre majesté que j'avais cru reconnaître le manteau incarnat d'un de mes gentilshommes. Et comment nommez-vous ce gentilhomme ? Monsieur de la Mole. Pourquoi monsieur de la Mole n'était-il pas près de vous, comme son devoir l'exigeait ? Je lui avais donné congé, dit le duc. C'est bien. Allez, dit Charles. Le duc d'Alençon s'avança vers la porte qui lui avait donné passage pour entrer. Non point par celle-là, dit Charles, par celle-ci. Et il lui indiqua celle qui donnait chez sa nourrice. Charles ne voulait pas que François et Henri se rencontrassent. Il ignorait qu'ils se fussent vus un instant, que cet instant eût suffi pour que les 2 beaux-frères convinssent de leurs faits. Derrière d'Alençon, et sur un signe de Charles, Henri entra à son tour. Henri n'attendit pas que Charles l'interrogeât. « Sire, dit-il, votre majesté a bien fait de m'envoyer chercher, car j'allais descendre pour lui demander justice. » Charles fronça le sourcil. « Oui, justice, dit Henri. Je commence par remercier votre majesté de ce qu'elle m'a pris hier au soir avec elle, car en me prenant avec elle, je sais maintenant qu'elle m'a sauvé la vie. Mais qu'avais-je fait pour qu'on tentât sur moi un assassinat ? » « Ce n'était point un assassinat, dit vivement Catherine. C'était une arrestation. » « Eh bien, soit, dit Henri, quel crime avais-je commis pour être arrêté ? Si je suis coupable, je le suis autant ce matin qu'hier soir. Dites-moi mon crime, sire. » Charles regarda sa mère assez embarrassée de la réponse qu'il avait à faire. « Mon fils, dit Catherine, vous recevez des gens suspects. »« Bien, dit Henri. Et ces gens suspects
Me compromettent, n'est-ce pas, madame? Oui, Henri. Nommez-les-moi. Nommez-les-moi. Quels sont-ils? Confrontez-moi avec eux. En effet, dit Charles, Henriot a le droit de demander une explication. Et je la demande, reprit Henri, qui, sentant la supériorité de sa position, en voulait tirer parti. Je la demande à mon frère Charles, à ma bonne mère Catherine. Depuis mon mariage avec Marguerite, ne me suis-je pas conduit en bon époux? Qu'on le demande à Marguerite. En bon catholique? Qu'on le demande à mon confesseur. En bon parent? Qu'on le demande à tous ceux qui assistaient à la chasse d'hier. Oui, c'est vrai, Henriot, dit le roi. Mais que veux-tu? On prétend que tu conspires. Contre qui? Contre moi. Sire, si j'eusse conspiré contre vous, je n'avais qu'à laisser faire les événements. Quand votre cheval ayant la cuisse cassée ne pouvait se relever, quand le sanglier furieux revenait sur votre majesté. Eh, mort diable, ma mère, savez-vous qu'il a raison? Mais enfin, qui était chez vous cette nuit? Madame, dit Henri, dans un temps où si peu osent répondre d'eux-mêmes, je ne répondrai jamais des autres. J'ai quitté mon appartement à 7 heures du soir. À 10 heures, mon frère Charles m'a emmené avec lui. Je suis resté avec lui pendant toute la nuit. Je ne pouvais pas à la fois être avec sa majesté et savoir ce qui se passait chez moi. Mais, dit Catherine, il n'en est pas moins vrai qu'un homme à vous a tué 2 gardes de sa majesté et blessé monsieur de Maurevel. Un homme à moi? Dit Henri. Quel était cet homme, madame? Nommez-le. Tout le monde accuse monsieur de la Mole. Monsieur de la Mole n'est point à moi, madame. Monsieur de la Mole est à monsieur d'Alençon, à qui il a été recommandé par votre fille. Mais, enfin, dit Charles, est-ce monsieur de la Mole qui était chez toi, Henriot? Comment voulez-vous que je sache cela, sire? Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Monsieur de la Mole est un fort gentil serviteur, tout dévoué à la reine de Navarre, et qui m'apporte souvent des messages, soit de Marguerite, à qui il est reconnaissant de l'avoir recommandé à monsieur le duc d'Alençon, soit de monsieur le duc lui-même. Je ne puis pas dire que ce ne soit pas monsieur de la Mole. C'était lui, dit Catherine. On a reconnu son manteau rouge. Monsieur de la Mole a donc un manteau rouge? Oui. Et l'homme qui a si bien arrangé mes 2 gardes et monsieur de Maurevel avait un manteau rouge? Demanda Henri. Justement, dit Charles. Je n'ai rien à dire, reprit le Béarnais. Mais il me semble, en ce cas, qu'au lieu de me faire venir moi, qui n'étais point chez moi, c'était monsieur de la Mole qui y était, dites-vous, qu'il fallait interroger. Seulement, dit Henri, je dois faire observer une chose à votre majesté. Laquelle? Si c'était moi qui, voyant un ordre signé de mon roi, me fusse défendu au lieu d'obéir à cet ordre, je serais coupable et mériterais toutes sortes de châtiments. Mais ce n'est point moi. C'est un inconnu que cet ordre ne concernait en rien. On a voulu l'arrêter injustement. Il s'est défendu, trop bien défendu même, mais il était dans son droit. Cependant, murmura Catherine. Madame, dit Henri, l'ordre portait-il de m'arrêter? Oui, dit Catherine, et c'est sa majesté elle-même qui l'avait signé. Mais portait-il en outre d'arrêter, si l'on ne me trouvait pas, celui que l'on trouverait à ma place? Non, dit Catherine. Eh bien, reprit Henri, à moins qu'on ne prouve que je conspire et que l'homme qui était dans ma chambre conspire avec moi, cet homme est innocent. Puis, se retournant vers Charles IX, « Sire, continua Henri, je ne quitte pas le Louvre. Je suis même prêt à me rendre, sur un simple mot de votre majesté, dans telle prison d'État qui lui plaira de m'indiquer. Mais en attendant la preuve du contraire, j'ai le droit de me dire, et je me dirai le très fidèle serviteur, sujet et frère de votre majesté. » Et avec une dignité qu'on ne lui avait point vue encore, Henri salua Charles et se retira. « Bravo, Henriot, dit Charles, quand le roi de Navarre fut sorti. « Bravo, parce qu'il nous a battus, dit Catherine. « Et pourquoi n'applaudirais-je pas? Quand nous faisons des armes ensemble et qu'il me touche, est-ce que je ne dis pas bravo aussi? Ma mère, vous avez tort de mépriser ce garçon-là comme vous le faites. »« Mon fils, dit Catherine en serrant la main de Charles IX, je ne le méprise pas, je le crains. »« Eh bien, vous avez tort, ma mère. Henriot est mon ami et, comme il l'a dit, s'il eût conspiré contre moi,
Il n'eût eu qu'à laisser faire le sanglier. Oui, dit Catherine, pour que monsieur le duc d'Anjou, son ennemi personnel, fût le roi de France. Ma mère, n'importe le motif pour lequel Henriot m'a sauvé la vie. Mais il y a un fait, c'est qu'il me l'a sauvé, et, mort de tous les diables, je ne veux pas qu'on lui fasse de la peine. Quant à monsieur de la Mole, eh bien, je vais m'entendre avec mon frère d'Alençon, auquel il appartient. C'était un congé que Charles IX donnait à sa mère. Elle se retira en essayant d'imprimer une certaine fixité à ses soupçons errants. Monsieur de la Mole, par son peu d'importance, ne répondait pas à ses besoins. En rentrant dans sa chambre, à son tour Catherine trouva Marguerite qui l'attendait. « Ah ah, dit-elle, c'est vous, ma fille. Je vous ai envoyé chercher hier soir. »« Je le sais, madame, mais j'étais sortie. »« Et ce matin ?»« Ce matin, madame, je viens vous trouver pour dire à votre majesté qu'elle va commettre une grande injustice. »« Laquelle ? » ?»« Vous allez faire arrêter monsieur le comte de la Mole. »« Vous vous trompez, ma fille, je ne fais arrêter personne. C'est le roi qui fait arrêter, et non pas moi. Ne jouons pas sur les mots, madame, quand les circonstances sont graves. On va arrêter monsieur de la Mole, n'est-ce pas ? C'est probable. Comme accusé de s'être trouvé cette nuit dans la chambre du roi de Navarre et d'avoir tué 2 gardes et blessé monsieur de Maurevel. C'est en effet le crime qu'on lui impute. On le lui impute à tort, madame, dit Marguerite. Monsieur de la Mole n'est pas coupable. Monsieur de la Mole n'est pas coupable, dit Catherine en faisant un soubresaut de joie et en devinant qu'il allait jaillir quelques lueurs de ce que Marguerite venait lui dire. Non, reprit Marguerite, il n'est pas coupable. Il ne peut pas l'être, car il n'était pas chez le roi. Où était-il ? Chez moi, madame. Chez vous ? Oui, chez moi. Catherine devait un regard foudroyant à cet aveu d'une fille de France, mais elle se contenta de croiser ses mains sur sa ceinture. Et, dit-elle après un moment de silence, si l'on arrête monsieur de la Mole et qu'on l'interroge, il dira où il était et avec qui il était, ma mère, répondit Marguerite, quoiqu'elle fût sûre du contraire. Puisqu'il en est ainsi, vous avez raison, ma fille, il ne faut pas qu'on arrête monsieur de la Mole. Marguerite frissonna. Il lui sembla qu'il y avait dans la manière dont sa mère prononçait ces paroles un sens mystérieux et terrible. Mais elle n'avait rien à dire, car ce qu'elle venait demander lui était accordé. « Mais alors, dit Catherine, si ce n'était point monsieur de la Mole qui était chez le roi, c'était un autre. » Marguerite se tut. « Cet autre, le connaissez-vous, ma fille ?» dit Catherine. « Non, ma mère, » dit Marguerite d'une voix mal assurée. « Voyons, ne soyez pas confiante à moitié. »« Je vous répète, madame, que je ne le connais pas, » répondit une seconde fois Marguerite en pâlissant malgré elle. « Bien, bien, » dit Catherine d'un air indifférent, « on s'informera. Allez, ma fille, tranquillisez-vous, votre mère veille sur votre honneur. » Marguerite sourit. « Ah, » murmura Catherine, « on se ligue. Henri et Marguerite s'entendent. Pourvu que la femme soit muette, le mari est aveugle. Ah, vous êtes bien adroits, mes enfants, et vous vous croyez bien forts, mais votre force est dans votre union, et je vous briserai les uns après les autres. D'ailleurs, un jour viendra où Maurevel pourra parler ou écrire, prononcer un nom ou former 6 lettres, et ce jour-là, on saura tout. Oui, mais d'ici à ce jour-là, le coupable sera en sûreté. Ce qu'il y a de mieux, c'est de les désunir tout de suite. Et en vertu de ce raisonnement, Catherine reprit le chemin des appartements de son fils, qu'elle trouva en conférence avec d'Alençon. « Ah ah, dit Charles IX en fronçant le sourcil, c'est vous, ma mère. Pourquoi n'avez-vous pas dit encore ? Le mot était dans votre pensée, Charles. Ce qui est dans ma pensée n'appartient qu'à moi, madame, dit le roi de ce ton brutal qu'il prenait quelquefois, même pour parler à Catherine. Que me voulez-vous ? Dites vite. Eh bien, vous aviez raison, mon fils, dit Catherine à Charles. Et vous, d'Alençon, vous aviez tort. En quoi, madame ? Demandèrent les 2 princes. Ce n'est point monsieur de la Mole qui était chez le roi de Navarre. Ah ah, dit François en pâlissant. Et qui était-ce donc ? Demanda Charles.
Nous ne le savons pas encore, mais nous le saurons quand Maurevel pourra parler. Ainsi, laissons là cette affaire qui ne peut tarder à s'éclaircir, et revenons à M. de la Mole. Eh bien, M. de la Mole, que lui voulez-vous, ma mère, puisqu'il n'était pas chez le roi de Navarre? Non, dit Catherine, il n'était pas chez le roi, mais il était chez la reine. Chez la reine? Dit Charles en partant d'un éclat de rire nerveux. Chez la reine, murmura d'Alençon en devenant pâle comme un cadavre. Mais non, dit Charles. Guise m'a dit avoir rencontré la litière de Marguerite. C'est cela, dit Catherine. Elle a une maison en ville. Rue Cloche-Percée, s'écria le roi. Oh, oh, c'est trop fort, dit d'Alençon en enfonçant ses ongles dans les chairs de sa poitrine. Et me l'avoir recommandé à moi-même. Ah, mais j'y pense, dit le roi en s'arrêtant tout à coup. C'est lui alors qui s'est défendu cette nuit contre nous et qui m'a jeté une aiguière d'argent sur la tête, le misérable. Oh oui, répéta François, le misérable. Vous avez raison, mes enfants, dit Catherine, sans avoir l'air de comprendre le sentiment qui faisait parler chacun de ses deux fils. Vous avez raison, car une seule indiscrétion de ce gentilhomme peut causer un scandale horrible. Perdre une fille de France, il ne faut qu'un moment d'ivresse pour cela. Ou de vanité, dit François. Sans doute, dit Charles. Mais nous ne pouvons cependant déférer la cause à des juges, à moins que Henriot ne consente à se porter plaignant. Mon fils, dit Catherine en posant la main sur l'épaule de Charles et en l'appuyant d'une façon assez significative pour appeler toute l'attention du roi sur ce qu'elle allait proposer. Écoutez bien ce que je vous dis. Il y a crime, et il peut y avoir scandale. Mais ce n'est pas avec des juges et des bourreaux qu'on punit ces sortes de délits à la majesté royale. Si vous étiez de simples gentilshommes, je n'aurais rien à vous apprendre, car vous êtes braves tous deux, mais vous êtes princes, vous ne pouvez croiser votre épée contre celle d'un aubereau, avisé à vous venger en prince. Mort de tous les diables, dit Charles, vous avez raison, ma mère, et j'y vais rêver. Je vous y aiderai, mon frère, s'écria François. Et moi, dit Catherine, en détachant la cordelière de soie noire qui faisait 3 fois le tour de sa taille, et dont chaque bout, terminé par un gland, retombait jusqu'aux genoux. Je me retire, mais je vous laisse ceci pour me représenter. Et elle jeta la cordelière aux pieds des deux princes. Ah, dit Charles, je comprends. Cette cordelière, fit d'Alençon en la ramassant. C'est la punition et le silence, dit Catherine, victorieuse. Seulement, ajouta-t-elle, il n'y aurait pas de mal à mettre Henri dans tout cela. Et elle sortit. Pardieu, dit d'Alençon, rien de plus facile, et quand Henri saura que sa femme le trahit. Ainsi, ajouta-t-il en se tournant vers le roi, vous avez adopté l'avis de notre mère? De point en point, dit Charles, ne se doutant point qu'il enfonçait 1000 poignards dans le cœur de d'Alençon. Cela contrariera Marguerite, mais cela réjouira Henriot. Puis, appelant un officier de ses gardes, il ordonna que l'on fît descendre Henri. Mais, se ravisant, « Non, dit-il, je vais le trouver moi-même. Toi, d'Alençon, préviens d'Anjou et Guise. » Et, sortant de son appartement, il prit le petit escalier tournant par lequel on montait au second et qui aboutissait à la porte de Henri. Merci d'avoir écouté. À demain pour un nouveau chapitre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Si vous souhaitez promouvoir cette chaîne, vous pouvez aussi liker, mettre un commentaire et partager.